ImoStory en partenariat avec JD2M, votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode numéro 4 d'ImoStory, le seul podcast dédié au parcours de vie des personnes qui font l'immobilier. Et cette émission, aujourd'hui, elle est sponsorisée par JD2M, expert en fiscalité, dédié à la location meublée. L'objectif, économiser sur vos impôts locatifs grâce au régime réel. JD2M vous accompagne dans votre déclaration de revenus LMNP. Alors aujourd'hui, direction la chasse. Est-ce qu'il y a des bons chasseurs, des mauvais chasseurs? Aujourd'hui, direction la chasse immobilière, évidemment, avec Alban. Anecdotes, galères, belles histoires, le tout en une quinzaine de minutes. On est parti. Salut Alban. Salut Nico. T'es chasseuse immobilière? Incroyable. À Paris? À Paris, en Île-de-France, exactement. Incroyable. Alban, comment t'es venu ce métier? Parce que chasseur, en dehors de Stéphane qui parle de chasse le samedi sur M6, moi je connaissais pas forcément ce métier. Alors figure-toi que déjà c'était une reconversion. Je suis pas arrivée comme ça par magie. En fait, ça faisait une quinzaine d'années que j'étais créateur de voyages à l'international. D'accord. Voyage. Voyage. Je concevais des voyages dans plein de pays. Et puis j'ai eu un séisme personnel. D'accord. Dans ma vie. On a dit qu'on parlait vrai, on parle vrai. Ben oui. Voilà. Et ce séisme m'a poussé donc à changer de secteur. D'accord. Voilà. Alors évidemment, je pars dans un repositionnement professionnel. Et là, j'ai un ami qui me dit, Alban, je te vois dans 2 secteurs. D'accord. Le recrutement, l'immobilier. Bon. Je l'écoute ou pas. En l'occurrence, je l'écoute pas. Ah bon? Oui, je l'écoute pas. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, j'aimais quand même beaucoup mon métier. D'accord. Et donc, du coup, je décide de monter mon agence locale de voyage au Pérou. Au Pérou? Voilà. C'est pas le... C'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou. Ouais. Voilà. Et donc du coup, je suis mes envies du moment. D'accord. Et puis la Covid arrive. Donc la Covid arrive, évidemment, ça m'a poussé à changer mes plans. D'accord. Et puis un an après, je me dis en fait l'immobilier c'est pas mal. On va commencer l'immobilier. Et pourquoi la chasse alors que l'immobilier, il y a tellement de métiers différents? Alors la chasse, déjà, figure-toi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, la chasse, ça m'a paru assez évident. Ouais. Parce que j'aime l'humain, j'aime les clients, et c'est vrai que je pense que dans la chasse, il faut être vrai, il faut prendre le temps avec les gens. Parce que ton métier de chasseur, rappelle-nous ce que c'est que la chasse, parce que c'est pas courant. Hein. À Paris, il y en a un petit peu. En province, il y en a quasiment pas. Alors la chasse immobilière, en fait, c'est aider des acquéreurs à trouver un appartement. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on part de leurs critères de base, de leur plan de financement, et à partir de ça, on les aide, on structure leur pensée, parce que parfois ça va un peu dans tous les sens, et puis on chasse, on visite, on prévisite des appartements. Et pendant ce temps-là, t'es pas payé quand même. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas payé. Et exactement. Tu fais 1, 2, 3, combien de visites tu dois faire avant que ton chasseur, ton client soit content? Écoute, ça peut matcher parfois tout de suite, et parfois ça prend plus de temps. Parfois ça prend plus de temps. Voilà. D'accord. Tu te souviens de ton premier client? Ah oui. Ah, c'était une anecdote assez amusante. Ouais. Mon premier client, figure-toi, il m'a contacté de la part d'un de ses amis. Ouais. Alors c'était un expatrié qui vivait en Asie et qui cherchait un pied-à-terre à Levallois. D'accord. Et donc, en fait, il m'a dit... son ami, il m'a rapporté que son ami lui avait dit contacte Alban, tu verras, c'est la meilleure pour te trouver ton appart. Super. Sauf que moi, ce monsieur-là, je le connaissais pas. Puis j'avais jamais fait d'IMO. Donc, je me suis dit, bon, allez, je me laisse pas démonter. J'y vais. Super. Bon, il m'a fait confiance. 15 jours après, je vais trouver son appart. Waouh. Donc là, je me suis dit, en fait... Fière, contente, rassurée? Rassurée. En fait, je me suis rendu compte que le feeling est passé. Évidemment, je ne lui ai pas dit que j'avais jamais fait d'IMO auparavant. Mais on a bien fité. D'accord. On est parti du voyage vers Donc là, tu as oublié tes 10-15 années de voyage. Exactement. En te disant, mais c'est peut-être ça que j'aurais dû faire dès le départ? Ou pas?
Je me suis pas posé la question, j'ai suivi mon instinct, je suis quelqu'un de très instinctif. D'accord. Et là, je pense que généralement, je tisse. Ce qui est très important pour moi dans une relation dans l'achat, c'est de tisser un lien avec le client. D'accord. Et quand le client est en confiance, on est parti et ça dépote. Ça t'arrive de dire non à un client? Ah, exactement, c'est très important. Ah ouais? T'as dit oui. non. Quand est-ce que tu as dit non la dernière fois? Des clients que je ne sens pas, Ouais. ou je sens que ça va partir dans tous les sens. D'accord. Ou tout simplement des gens qui me disent pas tout, ou qui n'ont pas envie de me parler de leur Le comment dernier dire. qui t'a caché un truc, c'était quoi? Non, mais dans le sens où tu vois, ils veulent pas forcément. Moi, je me base toujours à partir du plan de financement. Ouais. À partir du moment où la personne me dévoile pas son plan de financement, je vais pas perdre mon temps. C'est ça Voilà. que tu veux dire. Notamment. Très bien, très bien. Parce que quand même, Bon. Forcément que tu es amené à avoir des missions quasiment impossibles. J'imagine, en tout cas, vu le cahier des charges de certains, bon, le nombre de fois on me dit, Nico, est-ce que tu n'as pas un appartement au 6e étage avec une terrasse de 70 mètres carrés exposée plein sud, avec un appart de 90 mètres carrés, le tout pour 656 000 euros, s'il te plaît? Cette demande-là, tu dois l'avoir tous les jours. Mais c'est quoi la mission impossible? C'était quoi le bien le plus difficile qu'on t'a demandé? Alors, je ne parlerai pas de bien plus difficile, mais c'est sûr que les critères sont très différents selon les clients. Ils veulent tous le mouton à 5 pattes. Ouais. Voilà. Ça, c'est évident. Par contre, donc c'est pour ça aussi que c'est hyper important, si tu veux, pour moi, de rencontrer les clients avant, pour faire un peu le brief et bien comprendre leur projet. Parce que le projet peut évoluer. Bien sûr. Le mouton à 5 pattes, voilà. Et d'ailleurs... Je vais donner deux exemples intéressants, donc des critères complètement fous, par exemple, que les clients me demandent, ou des fixettes, parce que parfois j'ai des clients qui ont des fixettes. Vas-y. Donc typiquement, j'ai un appartement à Batignolles, j'avais un client qui m'a dit, voilà, Alban, il faut absolument que je puisse caser un canapé d'angle où je puisse mettre ma télé en face. D'accord. Et donc ça, si tu veux, c'était mon premier critère de recherche. Même La télé, les canapés. À la télé, le canapé. D'accord. Et donc, ça veut dire que même quand je lui faisais... Alors, déjà, dans le brief, parce que moi, je prévisite des appartements. Ouais. Donc, souvent, on passe par des intermédiaires, hein, des agences. Ouais. Mais ça peut arriver que ce soit en direct avec des vendeurs. Et donc, les agences, ça les rendait dingues. Je leur disais, alors, attendez, 2 secondes, je prends mon mètre. Il faut que je vérifie la taille du canapé et l'emplacement de la télé. Il y a eu des choses comme ça. J'ai également eu un client, un cuisinier pro, qui voulait une cuisine avec un îlot, une cuisine de 70 mètres carrés avec un îlot central. Voilà, orienté de telle façon parce que voilà, il était sensible à la lumière. Il voulait également sa salle de sport. Et puis 3 parkings parce qu'il avait des voitures sportives et des voitures de collection à mettre. Bien sûr. Voilà. Donc tout simplement, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que ce sont des critères. Le budget collait quand même. Le budget collait. D'accord. Le budget collait. Après il faut, tu sais, c'est amusant quand les gens ont des projets un peu fous. Ouais. Ça m'arrive quand même de recentrer un petit peu la demande. Surtout que là. Tu as fait des visites d'appartements complètement fous. J'ai fait des visites d'appartements folles, oui, c'est vrai. Quand les gens ont des beaux... C'est pas forcément lié au budget, c'est lié à la qualité du bien. Ouais. Après, voilà, moi, je m'adapte au budget des clients. C'est pour ça que c'est très important de se baser sur un projet réaliste. Et qui dit projet réaliste dit plan de financement, au départ. J'imagine que tu as eu des galères, des fous rires dans cette activité parce que tu rencontres énormément de gens. Tu pourrais nous raconter un peu ta galère la plus mémorable lors d'une visite? Alors une galère ou en tout cas un déconvenu, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors ça arrive malheureusement parfois, tu te pointes dans un appartement, devant un appartement avec un intermédiaire, avec ton client, et là, la porte, elle s'ouvre pas. Ah. Ça t'est déjà arrivé, Nico? Ah oui. Voilà. Et alors là, t'as l'air vraiment con. Et donc on essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ouais. Sauf que là, on a essayé un peu fort et la clé a cassé. Mais non. Eh si. Dans la serrure? Dans la serrure. Ouh. Donc là, hop, entourloupe, qu'est-ce que je fais? Paf, paf, paf. Bon, je dis, on va au bar. Le temps de patienter, parce que moi, j'avais une visite après 1 heure après. Donc, l'agent immobilier, en l'occurrence, on était mal. On n'allait pas attendre le serrurier. Ouais. Donc, on a laissé tomber la visite. On a pris une petite bière. Ouais. Et puis 1 heure après, on est reparti sur un autre appartement. Ah, d'accord. Voilà. Bon. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Bon.
Bon, Heureusement, pas tout le temps. Mais heureusement, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de visites, effectivement. Et à un moment, alors là, tu me parles d'improvisation, tu as un côté aussi MacGyver dans ton activité, tu es obligé de t'adapter, de faire un petit peu des jeux de jambes par moment. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment dû improviser, sortir de ta zone de confort par rapport à une zone, dans une situation clientèle? Alors, j'ai eu une situation, un client qui était constamment à l'étranger. Ça m'arrive d'avoir bon, là, c'était un trader en l'occurrence. Ouais. Et puis, donc, toujours en déplacement. Et j'avais trouvé un bien, je savais que c'était fait pour lui. Donc, je me suis dit, bon, il faut absolument qu'il le voie. En plus, il y avait déjà des contre-visites. Et je lui ai dit, écoute, je vais l'appeler Patrick. Patrick, il faut vraiment que tu vois cet appart. Je sais que tu es dans les pays de l'Est, là, mais il faut vraiment que tu le vois. Et je lui ai dit, il faut qu'on trouve un moyen, même si tu n'es pas là, pour que tu puisses quand même voir l'appartement ou avoir un avis extérieur. Ouais. Donc, je lui ai dit, on demande à tes parents de venir. Donc, du coup, j'ai fait la visite avec ses parents, parce qu'il fallait un peu gagner du temps, etc. Et bon, je voyais bien que, a priori, bon, il s'était au téléphone avec les parents, ça avait l'air de plaire. Entre-temps, on a attendu qu'ils reviennent. Il avait son avion, le taxi, etc. Je fais patienter encore, on avait un petit peu de temps, je fais patienter les parents qui étaient venus spécialement à Paris pour l'occasion. Et donc, je leur fais une petite visite de quartier. Hein, j'ai ma casquette tourisme qui est revenue par là. On a passé un peu de temps, j'ai essayé de tuer un peu le temps. Et j'ai réussi à obtenir une deuxième visite avec l'agent pour revisiter l'appartement. Mon client arrive de l'avion, le taxi direct, il visite, coup de cœur, il se prononce, il a l'appart. Terminé. Voilà. Donc voilà, j'ai suivi mon intuition, on a essayé d'organiser, etc. Et comme quoi, ça valait le coup, la stratégie était payante. Et oui, en tout cas, tu as l'air super épanoui dans ton métier, Alban. C'est quoi ton style de chasseuse aujourd'hui? En 3 mots, si tu devais te décrire, c'est quoi ton fonctionnement? 3 mots. Alors, mon fonctionnement, ou je ne sais pas si je peux dire mon fonctionnement. Mon style. Alors, adaptabilité, c'est très très important. Ouais. Réactivité. Si on n'est pas réactif dans ce métier, on loupe des opportunités. Ouais. Authenticité, c'est très important. Parce que si tu n'utilises pas ce lien de confiance avec les clients ou avec les intermédiaires par lesquels tu passes, ça se passe pas bien. Alors, un fonctionnement plutôt à l'instinct ou tu es quelqu'un d'être extrêmement organisé avec de la data? Tu te mets où dans ce curseur là? Parce que il y a des gens qui sont extrêmement organisés avec des fichiers Excel, d'autres qui ont des CRM, d'autres qui sont à l'instinct, qui se disent de toute manière je vais aller là-dedans sans prendre de notes. C'est quoi toi Alors de toute façon, quand on cherche des biens, la data c'est fondamental. D'accord. On peut pas y aller à l'instinct. En revanche, la négo c'est toujours à l'instinct. D'accord. Ouais. J'ai un feeling, pas un feeling, je sens que c'est le moment, pas le bon moment. Ouais. S'il faut faire une négo agressive, je le fais. J'embarque mon client là-dedans. Ouais. Généralement, ça marche. Parce que dans ton métier, tu es amené à faire la négo. Eh bien entendu. Parce que le chasseur passe par moi, enfin le client passe par moi pour négocier le prix de son bien. D'accord. Donc je l'accompagne. Tu es sa représentante. Exactement, je suis sa représentante. Quand on est en mandat de recherche, on travaille pour son acquéreur, on ne travaille pas pour son vendeur. Qui est-ce qui te paye à la fin? C'est l'acquéreur. C'est l'acquéreur, d'accord. Donc en gros, ça veut dire que je suis propriétaire, je passe par une agence immobilière, le chasseur se positionne en complément de tout ça et finalement l'agent n'est pas imputé de sa commission. Exact. C'est toi qui viens en plus. Exactement, c'est-à-dire que c'est un montant qui vient en sus de la vente. Ce qu'on appelle un mandat de recherche. Exactement, ce qu'on appelle un mandat de recherche. D'accord. On n'est pas en partage de mandat avec un. Non, mais c'est important parce que la plupart des agents immobiliers, quand un chasseur les appelle, ils sont toujours en mode réfractaire parce que tu vas me prendre une partie de ma commission. Alors que c'est pas du tout le même métier à mon sens. En plus, je ne sais pas faire ce que tu fais. C'est clairement un métier assez incroyable quand même d'avoir pignon sur rue sur 5 000, 10 000, 15 000 agences différentes et se dire est-ce que tu as un bien qui répond à mon cahier des charges? Avec quand même un truc très intéressant, ce que je dis à mes clients, mais tu vas me dire si je vais dans le même sens. Est-ce qu'il y a quelque part un marché off-market, un marché parallèle auquel les acheteurs n'ont jamais accès, auquel toi tu as accès? Est-ce que c'est un peu ça? Alors, le métier de la chasse? Je vais te dire, alors c'est peut-être mon expérience dans la chasse qui fait ça. Ouais. Comme j'ai tissé des liens de confiance avec des agences, les agences me mettent dans les fichiers de chasseurs. D'accord. Donc ça veut dire que je sais avant les clients parfois, quels sont les biens qui vont être en ligne. Donc toi, ton intérêt, en tout cas l'intérêt de ton client, c'est de dire j'appelle Alban,
un, elle va me faire gagner du temps. C'est un peu ça. 2, elle va répondre au maximum à mon cahier des charges et essayer de comprendre quel est mon projet. Tout à fait. Ce que tu disais, ta partie en amont est vraiment très importante. Tout à fait. Et 3, tu vas avoir accès à un marché auquel peu de monde a accès. C'est un peu ça? Oui, alors... Ce qui va justifier finalement en tout cas, un rapport de valeur. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les clients passent par un chasseur pour leur faire optimiser leur temps, optimiser leur agenda. Parce que je sais que tous les chasseurs le font pas, mais moi, je prévisite toujours des biens. D'accord. J'ai un WhatsApp, je fais avec des clients. Ouais. Je prévisite toujours, je leur envoie des photos, des vidéos, etc. Et ça m'arrive de visiter des choses que les clients me disent ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Et donc je leur fais gagner ce temps. Tu sais que je fais une petite rubrique qui s'appelle Mardi Anecdote. On est obligé d'y passer, Alban. C'est quoi le rendez-vous client le plus improbable que tu as eu? Alors, comme je t'ai dit, ouais. C'est très important pour moi de rencontrer les clients avant pour tisser ce lien de confiance. Parce que j'ai parfois des clients qui m'appellent, qui me disent « Alban, voilà mes critères de recherche, etc. » Mais je ne les rencontre jamais. Alors, je leur dis « Vous savez, c'est très important qu'on se rencontre parce que c'est un peu une histoire qui va se tisser. On va se suivre peut-être 3 mois, 6 mois. Donc, il faut qu'on apprenne à se connaître. » Alors, j'ai un client. Donc généralement je demande en fait aux clients de me donner de me donner un lieu de rendez-vous. En tout cas je leur laisse choisir le lieu. Et là en l'occurrence ce client il m'a donné rendez-vous dans un palace parisien. C'était assez original. C'est joli. C'est joli. Alors figure-toi que durant ce rendez-vous on a siroté des cocktails mais on n'a absolument pas parlé d'immobilier. Mais alors vous avez parlé de quoi? Ah bah de tout et de rien. De tout et de rien. Il m'a parlé de lui, de sa famille, de ses projets de voyage. On a parlé de tout et de rien. Ça a duré quand même bien 3 heures. D'accord. Et à la fin de ce rendez-vous, je me suis dit, quand même, il est gonflé. Ouais. Il est gonflé. Je perds mon temps, là. En plus, le rendez-vous avait lieu de 21h à minuit. D'accord. Je me suis dit que c'était quand même un peu long. Et je me suis dit, bon, je me laisse pas démonter. Je lui dis, bon, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas pris le temps de parler de votre projet. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Va falloir qu'on se revoie. Et donc, le lendemain, on se revoit. Pas même lieu, mais dans un autre endroit. Et en 30 minutes, on avait signé le mandat. Donc, comme quoi, ce qui est important et ce que j'ai bien compris, c'est qu'avant de prendre une décision de passer par un chasseur, en tout cas, les gens qui sont vraiment motivés, ils veulent me connaître. Ils veulent savoir parce qu'en fait, je suis un peu la nounou, je suis un peu la psychologue, je suis un peu la confidente. Parfois, j'apprends des choses. J'apprends que certains attendent des enfants avant qu'ils en parlent à leur famille. Voilà. Je comprends, donc, il faut tisser ce lien de confiance et ce lien, je pense que c'est fondamental quand on se rencontre parce que le téléphone ne suffit pas. C'était quoi ton plus beau match? Quand je dis match, on n'est pas sur Tinder, mais presque. Client bien. Est-ce qu'il y a un concours de circonstances, un moment magique que tu pourrais nous raconter? Alors, je parle pas de magie, non, mais par contre, des clients, un couple qui cherchait, on dit, voilà, on a tapé aux portes des agences, ça fait 1 an, on est désespéré, on en a ras-le-bol. Ouais. Et donc, hop, j'ai repris tous les critères, une visite, une offre, pliée, en 15 jours. Mais non. Et là, j'avoue que ils étaient ravis. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, du coup, au niveau de la négo, après, monsieur a voulu renégocier mes honoraires en disant, quand même, c'était hyper rapide, Alban. Et donc, en fait, je leur ai expliqué que ce qui était important, c'était de bien cibler les critères. Parce que, il y a des gens qui veulent chercher des appartements dans tout Paris. Je dis, non, c'est un arrondissement, un quartier. On commence par ça, avec des critères précis. Vos critères peuvent évoluer. C'est pas grave. Mais progressivement, en faisant des visites, vous allez faire évoluer vos critères. Et moi, je suis là pour vous aiguiller, vous orienter. Bon, c'est un métier en tout cas passionnant. On arrive au bout de l'émission, Alban. Mais on ne va pas se quitter comme ça. On va être obligé de te poser une petite question. Je suis obligé de la faire aujourd'hui, cette blague-là. C'est qu'il y a des bons et des mauvais chasseurs. Alban, pour ceux qui rêvent de devenir chasseur immobilier, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors déjà, quand on chasse, il faut pas... déjà, il faut être adaptable. Et ce qui est très important, c'est l'humain. D'accord. Je pense que si on n'aime pas les gens, si on veut faire vite... C'est un peu galvaudé quand on dit j'aime l'humain, j'aime pas l'humain. C'est quoi, toi, vraiment aimer l'humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas compter ses heures.
Ça veut dire, parce que moi, je peux avoir des clients qui m'appellent pour me raconter leur déménagement qui a raté ou qui a foiré à 23 heures. Ouais. Il faut savoir dire stop aussi parfois. D'accord. Mais donc, je peux me permettre de dire stop parce que je les ai très régulièrement au téléphone. On se parle quasi quotidiennement. Ouais. Donc, oui, c'est tisser un lien de confiance, savoir dire non. D'accord. Tisser un lien de confiance à la fois avec l'acquéreur, qui vous fait confiance pour trouver un appartement, mais également avec les intermédiaires. Puisque, comme tu dis, parfois, il y a des agences qui peuvent fermer la porte parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur mandat. Ouais. Sauf que c'est pas le but. Et moi, on va dire les bons matchs qui se passent, c'est souvent quand il y a une bonne relation de confiance avec tous ces intermédiaires. Bon, avec tous ces... Une prochaine fois, je pense qu'on parlera aussi de la gestion des émotions et du caractère engagé que tu dois avoir au quotidien, parce que là-dessus, tu as certainement beaucoup de choses à leur raconter. Je te réinviterai pour une prochaine émission. En attendant, je te remercie, Alban. Merci, Nicolas. Merci à tous de nous avoir suivis. Une prochaine fois, on se voit donc pour un nouvel épisode de Imo Story. Merci à tous. À bientôt. Bye bye.